midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie, Bonjour. Je pourrais vous chanter de bonjour, mais je n'ose pas. Oui, on va parler musique, on va parler du marché français de la musique avec nos deux invités, Bertrand Burgala, bonjour, vous êtes président du SNEP, et Alexandre Lache, bonjour, vous êtes directeur général du SNEP, donc c'est le syndicat national de l'édition phonographique. Voilà, vous n'avez pas modernisé le nom Non, surtout pas. Et au début, c'était la chambre syndicale du commerce et de l'industrie de la machine parlante. Mais j'aimerais bien qu'on revienne à ce ce serait super, ce serait absolument génial. Oui, vous avez rendu public... tous les éditeurs, en fait, appartiennent à ce syndicat. Presque. Il vous manque qui ? Non, mais on représente 80% ça va. Ouais, 80% de l'édition musicale. Vous avez rendu public donc les chiffres du marché français de la musique qui a dépassé le 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est un marché qui est en constante croissance. Peut-être un mot bilan, je sais pas. Peut-être Alexandre Lache sur. Oui, c'est la 8e année de croissance consécutive. Ça fait suite à 15 ans de crise du disque. Donc en fait, ça repart de l'avant. Effectivement, 7% de hausse. Pour 2024, c'est même 58% de hausse depuis 2015, la fin de la crise du disque. Mais pour autant, ça ne reste que un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires du début des années 2000. Donc et c'est quoi la crise du disque ? Pourquoi il y a eu une crise du disque ? Vous savez, c'est parce qu'on piratait. Exactement, c'est l'arrivée d'Internet à haut débit en France et partout dans le monde qui ont effectivement été un choc terrible pour beaucoup d'industries culturelles et pour la musique enregistrée en premier. Et le streaming a changé la donne et a permis de rééquilibrer un petit peu tout ça. Exactement. Ouais. On repart de l'avant grâce au streaming et en particulier au streaming par abonnement qui représente aujourd'hui 60% des revenus des ventes. Parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs au départ des maisons de disques qui ne voulaient pas aller sur le numérique et autres. Moi, je me rappelle à une époque Universal, il y avait eu toute une fronde et moi j'étais le premier aussi à pirater, à aller télécharger des MP3. Non mais c'est vrai, ça fait au moins 6 ans que j'ai pas téléchargé un MP3 illégal. C'est vrai que Pascal Nègre avait été un grand visionnaire. Je parlais de Pascal Nègre. Oui, il avait dit en 2001, Internet ça marchera jamais. Absolument. Alors il a fait l'histoire un peu. Et il voulait bloquer tout ce qui était numérique avec des choses et évidemment on trouvait des astuces pour télécharger. Mais bon, il n'y avait pas que Pascal Nègre dans le monde et cette industrie, elle a pris de plein fouet ce qui est arrivé, on dit de plein fouet ou pas ? Oui, de plein fouet. Elle a pris de ce qui est arrivé à toutes les autres industries après. Et on n'avait pas beaucoup d'alternatives. Et c'est vrai que la seule alternative constructive qu'on a pu avoir, c'est le streaming. Et le streaming, il est tout à fait imparfait. Mais chaque fois que des personnes le critiquent, on leur demande, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ? Et là, ça devient plus compliqué. On a beaucoup moins de réponses. Et puis on pourra parler le fait que le disque physique revient à travers le vinyle. On a envie d'avoir des disques chez soi. Ça, c'est fou. L'enquête est dingue. Je pense qu'elle est en accès libre, mais les chiffres, les titres, on va en reparler dans un instant. Mais tout de suite, c'est le zapping de Gilles qui a regardé ce qui se passait à la télé hier. Sud Radio Média. L'instant zapping. Alors, il y a eu 2 événements à la télé hier. Le premier événement, c'était le match de foot, Liverpool-PSG. Oui, Liverpool-PSG, un match d'anthologie où j'arrive pas à voir le score d'audience de Canal+. Si vous l'avez en tapotant, je ne le trouve pas. Non. Mais je pense qu'il y sera à 11h. Le match Liverpool-PSG qui a dû être très suivi, un match d'anthologie avec évidemment une prolongation, puis des tirs au but, et puis on a réussi à se qualifier. Une prolongation et un penalty, un but salvateur de Désiré Doué. C'est maintenant pour Désiré Doué et pour le Paris Saint-Germain. Ça fait le Paris Saint-Germain élimine Liverpool de la Ligue des Champions et réalise un exploit immense en réussissant à sortir les Reds après avoir perdu le match aller immense Paris Saint-Germain. Fantastique PSG. C'est énorme ce que viennent de faire les Parisiens. Et regardez. Non, je n'étais même pas au courant. Je suis bien d'accord. Voilà. Mais c'était l'événement télé. Sud Radio. Oui, voilà, vous êtes au courant. Alors, il y avait un autre événement hier, avant l'événement foot. C'est l'événement de l'événement. C'est évidemment l'annonce par le secrétaire d'État américain Marco Rubio de l'accord américain négocié avec l'Ukraine, qui peut-être ce moment de télé fera partie de l'histoire. Évidemment,
toutes les chaînes info du monde entier étaient en breaking news. Alors c'était drôle parce que quand c'est arrivé, j'ai zappé sur toutes les chaînes, et en Italie, en Allemagne, sur toutes les chaînes info, il y avait ça. Les États-Unis reprennent immédiatement l'aide militaire à l'Ukraine. Ouais, c'est un coup de théâtre aussi rapidement. Un accord trouvé en Arabie Saoudite sur l'exploitation des minerais ukrainiens par les États-Unis, qui reprennent donc immédiatement l'aide suspendue après l'humiliation de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Non seulement cette aide, elle reprend sans délai, mais maintenant Washington et Kiev soutiennent ensemble un cessez-le-feu de 30 jours. Écoutez le chef de la diplomatie américaine. Nous avons fait une offre que les Ukrainiens ont acceptée. C'est un cessez-le-feu et une négociation immédiate pour mettre un terme durable à ce conflit. Ça va dans le sens de leur intérêt, leur sécurité, leur prospérité en tant que pays. Nous allons à présent proposer cet accord aux Russes et nous espérons qu'ils diront oui à la paix. La balle est à présent dans leur camp. Évidemment, c'est à vous qui a interrompu ces programmes pour annoncer ça. J'en profite pour faire un pas de côté. Est-ce que les musiques ukrainiennes, portugaises, italiennes sont des musiques très écoutées en France? J'ai pas trouvé dans votre rapport si les musiques... C'est la question pointue. En fait, c'est peut-être ce qui est dommage. Je peux... c'est que bizarrement, la musique s'est mondialisée. Mais les répertoires locaux, c'est une industrie qui est très structurée avec des vedettes mondiales qui peuvent être de tout pays, et après des répertoires locaux. Et finalement, c'est plus étanche. Moi, quand j'étais petit, c'était il y a très longtemps, on savait ce qu'écoutaient même nos voisins italiens. Moi, je suis incapable de vous dire ce qui cartonne en Italie. Voilà, c'est beaucoup plus segmenté, et c'est les paradoxes de la mondialisation. Alors, au lieu de l'Europe de l'armement, il faudrait faire l'Europe de la musique. L'Eurovision. Ça s'appelle l'Eurovision. Non, mais je veux dire qu'on connaisse le top des classements. Moi, j'aimerais bien savoir qui est le premier en Allemagne, le premier en Italie. Vous avez tous ces tops disponibles sur les plateformes de streaming, justement. On peut aller écouter le top 50 ukrainien ou portugais sur Spotify, Deezer ou Qobuz. Alors, ne cherchez pas. Qui est-ce qui est en tête en Allemagne? J'ai pas regardé. Vous voyez, attention. Dans les médias et les chaînes info, il y a beaucoup de reportages sur la recrudescence des cas de rougeole en France et dans le monde. Même Robert Kennedy Jr., vous savez, qui est très anti-vaccin, a demandé aux Américains de se vacciner et de vacciner leurs enfants. Hier, dans le 20h de France 2, on a vu que les hôpitaux français s'organisaient contre la rougeole. Un service de pédiatrie en alerte. À Lille, la rougeole sévit. Au moins 6 cas graves déjà traités dans cet hôpital. Des plaques rouges sur tout le corps qui apparaissent après une forte toux et de la fièvre. La maladie la plus contagieuse du monde inquiète les médecins. C'est l'un des virus les plus contagieux qui existent sur la planète. Une personne infectée peut infecter 15 à 20 personnes autour d'elle qui ne seraient pas immunisées. Alors il faut prendre des précautions. À son arrivée, chaque enfant suspecté est isolé. Les soignants, eux, doivent s'équiper. Masque FFP2, blouse, comme au temps du Covid. Déjà 50 cas recensés dans les Hauts-de-France. 23 en Auvergne-Rhône-Alpes, selon les agences régionales de santé. Je vais faire attention, parce que vous avez un petit-fils. Moi, j'ai jamais eu la rougeole de ma vie. Vous vous rendez compte ? Vous êtes vacciné, j'imagine. Oh, mais maintenant, faudrait. Je sais pas s'il y a un rappel sur la rougeole. Non, il n'y a pas de rappel. J'ai vu le reportage, il n'y a pas de rappel, mais c'est effectivement les effets des antivax. Exactement. Incroyable comme sujet. Alors, l'info, ça sert aussi à apprendre des choses qu'on ne savait pas. Est-ce que vous saviez, alors j'en parle à vous, Valérie, et à nos invités, que le centre Pompidou va être fermé à partir de septembre pour 5 ans. Il va être complètement rénové et refait. Je savais pas, moi, que le centre Pompidou allait être fermé. Résultat, les trésors du centre commencent à être rangés. Il y a des parties du centre qui sont déjà fermées. Reportage, et vous allez voir qu'il y a quand même des trésors et des tableaux incroyables à Pompidou. Dans les collections permanentes, plus de 2000 chefs-d'œuvre. Des tableaux de Warhol, Bacon, Mondrian vont être décrochés dans moins de 48 heures. Cet espace du musée est déjà fermé aux visiteurs pour préparer le déménagement. On a un ensemble de caisses qui vont accueillir des grands chefs-d'œuvre de l'art moderne, de Matisse, de Picasso, de Braque. Dans chaque caisse, il y a des aménagements en mousse, des calages. Tout est prêt pour accueillir ces trésors. D'ici septembre, tous les espaces seront progressivement fermés.
Des expositions hors les murs sont prévues. Les œuvres vont partir à Lille, à Lyon, à Toulon, à Auxerre et on va les suivre aussi. On va faire plein de projets autour de la collection. C'est une page qui se tourne, mais il y en a plein d'autres qui s'ouvrent. Ils vont peut-être mettre les vitraux de notre... Oui, peut-être. Oui. C'est pas encore tranché. Et donc, il y aura tout un plan, tout un nouveau Pompidou. Ça va être fermé pendant 5 ans. Ça va être sympa pour les commerçants dans le coin. On va parler ensemble, évidemment, de l'IA dans notre grande partie de cette émission. Et alors, en ce moment, sur les réseaux, ils se sont enflammés pour un nouvel album de Céline Dion qui s'avère être un faux. Il n'y a pas de nouvelle chanson de Céline Dion, dénoncée par la chanteuse elle-même il y a 3 jours sur son Twitter. Alors moi, je vous ai mis la chanson que tout le monde a écoutée en disant « Ah, c'est le nouveau Céline Dion ». Bah, moi, je trouve que sa voix, ça fonctionne pas. Écoutez. Non, j'aurais pas reconnu, en blind test, Bertrand Burgalat. Non. C'est bizarre. Non, ça fait très électronique, ça fait. Ouais, ça fait pas Céline Dion. Non. Je ne me prononce pas sur l'artistique. Mais Monsieur Chiffre. Voilà. Non, mais c'est indécessable. Non, ça ressemble à plein de choses déjà un peu très prémâchées, très industrielles. Je suis d'accord avec vous, Valérie. Il y a un son métallique, en fait, un peu bizarre. Et très fabriqué. Mais ce genre de chanson très préfabriquée existait déjà avant l'intelligence artificielle. Certes. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio pour parler du marché français de la musique. Dites-nous comment vous écoutez la musique. Est-ce que vous êtes abonné à des plateformes de streaming? On va voir que les Français sont assez en retard par rapport aux autres pays. À tout de suite. Les invités du jour. Les invités du jour, c'est passionnant. Restez avec nous. Bertrand Burgalat, président du SNEP, et Alexandre Lage, directeur général du SNEP. On va parler du marché français de la musique. Qui écoute quoi? Comment est-ce qu'on écoute la musique en France? On l'a dit au début d'émission, une croissance importante de ce marché musical grâce en particulier aux plateformes, mais aussi à la vente de disques. Ça, j'ai découvert que le vinyle revenait en force. Alors, le marché physique augmente de 1,3%, c'est pas non plus extraordinaire. Ouais. Mais malgré tout, c'est le meilleur résultat depuis plus de 20 ans. Donc on va pas bouder notre plaisir. Et effectivement, c'est porté en premier lieu par l'augmentation continue du vinyle depuis plus de 10 ans. Ouais, et les CD, les CD aussi se vendent encore? Oui. Vous me disiez qu'il y avait quand même une différence. Vous avez, vous, la répartition de qui achète quoi? C'est-à-dire, à Paris, on est plutôt streaming, et dans les territoires, comme on dit, ou en province, moi je préfère, on écoute... Oui, le CD, il reste extrêmement populaire partout en France. C'est 10 millions d'unités vendues l'année dernière, contre 6 millions pour le vinyle. Donc le vinyle, désormais, c'est davantage de chiffre d'affaires, mais en acte d'achat, ça reste moins populaire. Qu'est-ce qui vous a étonné dans ce rapport au niveau des chiffres? Qu'est-ce que... Alors, il y a plein de pages, on se l'a imprimé, nous, avec Valérie, mais qu'est-ce qui vous a marqué dans ce rapport? Sur le physique, justement, pour rester sur cette thématique, ce qui est frappant, c'est que le premier contingent d'acheteurs, de CD comme de vinyle, ce sont les moins de 35 ans. Donc les jeunes, en fait, sont toujours très intéressés au support physique, mais pour une raison, c'est que ce sont des consommateurs passionnés et assidus de musique, et quel que soit l'usage, ils sont en tête. Alors Stéphane, notre expert quotidien, qui est un auditeur fidèle, qui connaît beaucoup de choses, il nous dit, mais le vinyle se fait plus à base analogique, mais plus à base d'analogique, mais numérique, et ça fonctionne pas bien, le son est trop compressé. Alors, peut-être le spécialiste Bertrand Burgalat qui... Moi, je pense que, alors, moi, j'aime la musique. Il faut être très spécialiste pour voir. Non, c'est intéressant parce que moi, j'aime la musique, j'aime écouter de la musique, et finalement, le support, pour moi, importe peu. L'avantage du numérique, c'est que ce que nous, on fait en studio, c'est ce que vous allez entendre avec exactement la même qualité. Le vinyle, effectivement, les vinyles, il y a 50 ans, c'était les bandes, et en fait, il y avait une transformation un peu aléatoire du son, et surtout à la prise, les batteries étaient compressées différemment, c'était pas du tout la même façon de procéder.
Mais je pense que ce qui fait l'attachement au vinyle, c'est d'abord ergonomique, c'est-à-dire que c'est une autre façon d'écouter la musique et qui complète tous les gens qui écoutent en vinyle, écoutent aussi en streaming. Et c'est une écoute plus patiente, plus attentive, moins frénétique. Et je pense que c'est d'abord ça. Parce que les gens, souvent, moi je vois des gens qui me disent avec mes vinyles, je redécouvre, la musique, et puis je vais chez eux et je me rends compte que les haut-parleurs sont mal branchés et qu'ils sont en phase. Enfin, pour que le vinyle marche bien, il faut aussi que tout soit bien, toute la chaîne soit bien équilibrée quand même. Alors si on parle un peu de ce rapport du SNEP, il y a une enquête que vous avez demandé à l'IFOP. On écoute en moyenne 19 heures de musique par semaine. Chez les 15-24 ans, ça monte à 24h48. Et c'est des supports, moi, qui m'ont étonné. 10h30 par semaine d'écoute sur les streaming audio. La radio ne représente que 4h18 de l'écoute par semaine. Les réseaux sociaux et TikTok, 6h48. Alors, des gens écoutent sur les réseaux. Et alors, moi, ce qui m'étonne là-dessus, c'est qu'il n'y a pas vraiment la télévision. Aujourd'hui, la télévision est dépassée. Est-ce que, parce qu'il n'y a plus de chaînes musicales où elles sont un peu loin, est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Dans le classement, il faut noter quand même que dans les ventes les plus importantes et les plus streamées, il y a Pierre Garnier qui est en 5e position, et Pierre Garnier est issu évidemment de la Starac. Vous avez raison, on n'a pas assez de créneaux pour exposer les artistes de la musique en télévision, et c'est regrettable parce que c'est très utile, c'est un média très fédérateur, et ça permet justement de dépasser les clivages générationnels et de faire que tel ou tel artiste soit connu de toutes les générations. Ça nous manque aujourd'hui. Oui, il y a plus les émissions de variété. Enfin, très peu. Pas assez, non? Il y a beaucoup d'émissions. Parce qu'il y a en même temps des quotas, il y a plein de contraintes. Souvent, on se retrouve, et c'est nous qui poussons à ça, parce qu'on veut que la musique soit exposée, que ce soit à la radio ou à la télévision. Mais on se retrouve parfois avec des émissions alibi qui font peu d'audience, et c'est un cercle vicieux. Et de la même façon, les radios musicales, elles ont tendance, quand leur audience baisse face à la concurrence justement des plateformes de streaming et des radios numériques qui, elles, proposent une grande diversité de répertoires, elles ont tendance souvent, face à ça, à rétrécir encore leur répertoire, à placer encore plus de vieux succès ou de succès d'aujourd'hui, mais déjà éprouvés. Et finalement, il n'y a aucune découverte. Et donc, ils creusent leur propre tombe. Mais le public n'est pas dupe. Savez-vous, Valérie, qui est dans le top album et quel est le premier album le plus écouté en France d'après notre enquête du SNEP? C'est du rap, non? C'est les musiques urbaines qui sont c'est Pyramide, l'album Pyramide de Ouais Renoir. Ça donne ça. Soleil, je me traîne loin de la côte, je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. Je dors plus, je parle sommeil. Je suis incapable de vous décrire le physique de Ouais Renoir parce qu'on ne le voit pas. Il n'est dans aucune émission de télé, il est à la radio, il est en concert. Comment vous expliquer que Ouais Renoir, qui vend énormément, donc, puisque c'est le premier du top des albums vendus en France, on ne le voit pas aux Enfoirés? C'est ce que disait Bertrand, il y a sans doute de la part des médias traditionnels un peu de conservatisme, un peu de crainte sur les répertoires jeunes et de difficulté à les exposer. Mais alors il est en tête des ventes. Comment se fait aujourd'hui, justement, avant c'était la radio, c'était la télévision, aujourd'hui, comment se fait le partage d'informations ou la découverte de ces artistes? Je sais pas, là c'est peut-être vous, Alexandre. L'un des premiers vecteurs de prescription des nouveautés musicales, désormais, c'est le streaming, en lien précisément avec ce que vous décriviez sur les habitudes d'écoute des Français. Et effectivement, le streaming audio est clairement en tête de ces habitudes d'écoute désormais. Donc c'est là qu'on découvre pour l'essentiel les nouveaux artistes. Mais Ouais Renoir ne gagne pas beaucoup d'argent avec ce streaming. C'est le souci, non? C'est relever sa scène. Moi, si vous voulez, dans le streaming, Bertrand ça a changé, ils sont bien payés maintenant. Attendez, dans le disque de tout temps, comme dans d'autres activités, il y a des gens qui ont très bien gagné leur vie. Il y a beaucoup de gens, moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie, qui ont toujours eu du mal. Mais c'est pas les mêmes qu'avant. Donc il y a des personnes. C'est-à-dire que même dans le genre de musique que moi je fais, où j'ai des résultats en streaming financiers catastrophiques, mais il y en a d'autres, même dans le même genre de répertoire, qui tirent très bien leur épingle du jeu. Donc simplement, c'est pas les mêmes personnes qu'avant. Donc c'est des artistes que vous allez entendre, disons les plus
les plus vitupérants contre le streaming, c'est souvent les anciens enfants gâtés des années 80. Parce que tout à coup, ils n'ont plus du tout les mêmes audiences. Mais le streaming profite à certains, moins à d'autres. Ce qui rend les choses difficiles, c'est très différent d'avant. Vous aviez, il y a 30 ans, en France, il y avait 1500 albums à peu près qui étaient publiés dans l'année. Aujourd'hui, dans le monde entier, c'est 1 million de morceaux par semaine. Ouais. 1 million de morceaux par semaine. Donc quand vous avez des revenus du streaming qui montent tout doucement, le streaming par abonnement en France, avec 660 millions, on doit rémunérer toute la création mondiale de tous les temps, puisqu'en plus, tous les répertoires, et c'est là où le streaming est formidable pour les auditeurs, vous pouvez, quel que soit votre abonnement, vous entendrez les Beatles, les Stones, ou des choses plus confidentielles. C'est pas le cas pour le cinéma, c'est pas le cas pour la presse, pour l'édition. Mais après, donc, dans cette casserole, il faut après rémunérer tout le monde, et avec de plus en plus de personnes qui font de la musique et qui la mettent en ligne. C'est proportionnel. Et Valérie, dans ce top streaming des 200, le top 200 des streamings par le Snap, c'est vous qui est première? Non. C'est une fille déjà, je dis première. Ouais. Et Sabrina Carpenter. Citez-moi un titre de Sabrina, vous ne connaissez pas. Écoutez Sabrina Carpenter. Vous connaissez? Je découvre, par la force des choses. Nous, on est des arbitres. Oui, vous êtes des arbitres. Non, mais je ne vous demande pas si vous aimez, je demandais si vous connaissez. Moi, j'aime bien. Franchement. Alors, évidemment, il y a une vraie différence, et ça n'existait pas avant, je trouve. Je trouve qu'à l'époque où il y avait les clips d'MTV et de la musique, il n'y avait pas un fossé entre une génération et une autre. On connaissait ce qu'écoutait son enfant, on écoutait à peu près la même musique. Moi, je connaissais pas Carpenter, mais par contre, à la rédac web où ils sont très jeunes, Laura disait j'adore, je connais bien. C'est intéressant parce que la musique, elle est à l'image de la société. Donc tout ce que vous pouvez constater sur la musique, vous verrez que vous aurez les mêmes choses sur la société. Donc ce morcellement, que ça soit par tranche d'âge, que ça soit par catégorie sociale, par toutes ces choses-là qui peuvent exister en musique où effectivement il n'y a peut-être pas les choses fédératrices qu'on a pu connaître, mais en même temps, je sais pas, même à la grande époque du rock, il y avait aussi des gens qui connaissaient pas, qui aimaient pas le rock. Oui, qui aimaient pas le rock, c'est-à-dire, Mais aujourd'hui, c'est à ça que je pensais, c'est-à-dire que chaque génération ne comprend pas forcément la musique qui est en train d'arriver. Moi, j'avoue que le rap m'échappe totalement, mais comme peut-être qu'à mes parents, le rock était, les yéyés, c'était un truc complètement inaudible et incompréhensible. Et à noter que Sabrina, c'est l'artiste qui est passé le plus en radio en 2024. Incroyable quand même, pour vous dire quand même qu'elle est très diffusée. Avant, il y avait de la musique sur les radios généralistes, soit Europe 1, RTL, Sud Radio. Aujourd'hui, il n'y a plus de musique. Pourquoi? Parce que ça marche pas, ça plaît pas, ils ont peur de perdre des auditeurs? Ou que c'est compliqué de trouver la bonne musique. C'est ce qu'on disait sur le conservatisme parfois des médias traditionnels, alors que précisément pour attirer un public jeune, et on sait que les médias en ont besoin, il faut miser sur la musique, on est convaincu de ça. Alors, quelques réactions. Stéphane me dit, moi je préfère une radio spécialisée dans un style qui me permet de découvrir des choses plutôt que le streaming de ma playlist et de rester dans ma bulle. Camille, elle nous dit, moi j'ai la quarantaine passée, j'ai toujours ma chaîne IFI, éléments séparés, CD et ancien vinyle de mon père, et dans les transports en commun, j'écoute avec mon MP4 car je sépare bien les choses, pas être dérangé avec mon portable, etc. Mais voilà, ça fait réagir et c'est intéressant de savoir comment vous écoutez la musique. À noter, vous avez dit sur Sud Radio, alors c'est vrai qu'on a plus des débats sur Sud Radio, mais on a le Loft. On a le Loft, absolument. Tous les dimanches. Avec Yvan Cujus, voilà, je voulais juste. Qui est là ce matin en train de travailler. Et alors, puisqu'on parle de performance, alors. Qui a le record de longévité dans le classement hebdomadaire de la radio? C'est-à-dire, il est resté 44 semaines programmé sur toutes les radios, et c'est aussi le clip le plus diffusé en télé. Je le connais pas non plus. C'est Benson Boone. Vous connaissez Benson Boone? Bien sûr que non. Si, il est extraordinaire. En plus, sur scène, c'est un vrai showman. Il est incroyable. Il faut regarder un petit peu ce qu'il fait sur scène. D'ailleurs, le Cirque du Soleil l'a repéré comme étant un artiste incroyable. On écoute Beautiful Things. Bah oui, Benson Boone. Ah si, je connais. C'est lui. Bah oui. Pardon. Bah oui. Ah
Ah bah bien sûr. Ah bah oui, on connaît. Mais surtout, il est repris dans toutes les téléréalités comme musique. Pour regarder la télé-réalité. Bah oui, vaguement. On se retrouve dans un instant avec nos deux invités, Bertrand Burgalat et Alexandre Lâche, pour parler de ce marché français de la musique avec le rapport 2024 qui vient de paraître. J'aurai une petite surprise. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansma. Le supplément média. Pas mourir, on parle musique ce matin. Bon, Gilles, avec nos deux invités, Bertrand Burgalat, président du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, et Alexandre Lâche, vous êtes le directeur général de ce SNEP, et on parle du marché de la musique française. C'est passionnant. Allez je pense qu'on doit pouvoir trouver le rapport sur notre site. snepmusic.com. C'est vraiment passionnant de voir comment se répartissent aujourd'hui les écoutes, comment aujourd'hui le streaming a pris une part importante, mais pas suffisamment. Ça, c'est une chose sur laquelle je voulais qu'on revienne. C'est-à-dire que dans les autres pays, le streaming est beaucoup plus important. Oui, malheureusement, c'est vrai que ça progresse, mais ça progresse pas assez vite. On a encore... Pourquoi trop cher c'est difficile à dire, justement. Il faut qu'on arrive à mettre le doigt dessus pour comprendre exactement quels sont les freins au développement de ce marché. Aujourd'hui, l'abonnement ne touche qu'un quart de la population française. C'est beaucoup moins qu'au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux États-Unis. Comment ça s'explique ? Justement par peut-être une prévalence des offres audiovisuelles en France. Vous savez, quand le consommateur doit faire un arbitrage entre beaucoup d'abonnements, eh bien la musique est potentiellement plus facilement sacrifiée parce que elle peut aussi être écoutée gratuitement. Quelques mots sur ce qui s'est passé. Alors ça dépend pas de vous, c'est la SACEM qui a voulu, qui a annoncé augmenter les frais sur les musiques, enfin taxer les musiques qui sont diffusées lors des enterrements, Bertrand Burgalat. Oui, alors la SACEM, je suis ravi de prendre leur défense parce que les pauvres, ils sont 40 à la communication, à la SACEM. Nous, au SNEP, on est 8, donc je peux vous l'expliquer. Oui, mais vous êtes la meilleure. Hein. Merci. Vous avez 30 de la c'était ironique, c'était du second degré. C'était du second degré. Mais c'était une mauvaise com, c'était une com épouvantable. Si j'ai bien compris, je pense que les pompes funèbres facturaient déjà la musique. Oui. Dans les enterrements. Donc la SACEM dit si vous facturez la musique, ce serait bien que ceux qui la font récupèrent, soient rémunérés. Puissent rémunérer. Mais je pense que c'est beaucoup plus ça qu'autre chose. Et je suis assez étonné qu'ils n'expliquent pas. C'est toujours, c'est ça, expliquer les choses, dire les choses, mais c'est vrai que ça a suscité beaucoup de réactions. Et dans le dossier du SNEP, il y a une partie que les gens connaissent pas trop qui s'appelle la synchronisation. C'est d'ailleurs prêter une chanson pour un film ou dans une série. Donc là, évidemment, il y a Nana Mouskouri dans le rapport, puisqu'elle est dans une fiction et une série sur Netflix. Et puis, il y a également eu un petit scandale aussi, alors ça, c'est pas dans le rapport, sur les chansons utilisées dans les meetings politiques, où ils sont obligés de demander l'autorisation de la chanson. J'avais fait une chanson... il y a 7-8 ans qui s'appelait L'Homme Idéal, et je redoutais que Xavier Bertrand l'utilise pour sa campagne, mais finalement non. Non, il a pas... Ça, c'est l'avantage d'être confidentiel, personne n'y a pensé. Et puis il y a eu un autre impact, et après on va parler de l'IA, un autre impact, celui des Jeux Olympiques. Du coup, Aya Nakamura est la chanteuse la plus exportée, avec Edith Piaf, alors évidemment, Céline Dion, et également avec Air, qui avait été à la cérémonie de clôture. On se rappelle tous de Aya Nakamura aux Jeux Olympiques. Je ferai mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Abissaï, comme nos stylés adorables. Alors, c'est intéressant de voir aussi comment les événements, c'est dans votre rapport, les films, les biopics ont aussi stimulé le marché du disque. Bien sûr, ça stimule les ventes. Alors il y a un effet jeu évident, aussi bien en France d'ailleurs que pour l'export des productions françaises. Ouais. Et puis évidemment les biopics qui sont un phénomène qui dure et puis qui va durer encore, puisque cette année on annonce également Bruce Springsteen, Michael Jackson, les Beatles. Là il y a eu dans le rapport, vous parlez d'Amy Winehouse, d'Aznavour, tout ça.
avec un impact important sur les ventes. Pour Aznavour, c'est 85% de ventes en plus, alors liées à la fois à ce titre d'Aya Nakamura pendant les Jeux, mais aussi évidemment au film de Grand Corps Malade. Mais par exemple, les reprises qui sont faites dans The Voice, puisque c'est que des reprises, et dans Star Academy, il y a un impact sur, Bien sûr, sur les chansons. Le succès de Santa est aussi lié à cela et à la reprise de Recommence-moi dans la Starac. Incroyable. Alors, beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle. Je crois que Gilles s'y est intéressé. Alors, moi, j'étais dans l'intelligence artificielle et je me suis dit, comment soit Bertrand Burgala, j'ai tapé fais-moi une chanson à la manière de Bertrand Burgala. C'est génial. Alors, vous l'aviez pas fait? Non, jamais, non, j'ai pas osé. Alors, je vous écoute. Alors, on va l'appeler une burgalette, parce que une bonne burgalette. Sur Sud Radio, quand même. Non, parce que la chanson, la chanteuse. C'est incroyable. On va passer 45 secondes d'une chanteuse. Vous avez, c'est parce que je veux que vous me disiez, c'est une chanteuse qui n'existe pas, des paroles qui n'ont pas été écrites par quelqu'un, et du coup, c'est une aventure. Dites-moi si cette chanson-là est une chanson de Bertrand Burgala ou pas. Déjà, ça commence mal. Je fais jamais ce genre d'accord trop. Non. Vous êtes sûr que vous n'avez pas tapé le nom d'un homonyme? Ça ressemble pas du tout. Je fais jamais. Bon, on est tranquille alors. Vous me rassurez vachement. Mais en revanche, est-ce que vous trouvez la chanson bien? En fait, c'est marrant parce que c'est tout ce que j'essaie de pas faire. C'est pas du tout que je sois pour ou contre. C'est que moi, j'essaie de faire des chansons où on sache pas ce qui va se passer à la mesure d'après. C'est ce qui fait qu'elles sont pas très commerciales. Et là, c'est vraiment le canevas, exactement le genre de truc que je fais jamais. Et moi, j'aime bien faire des choses qui soient un peu, on va dire, sophistiquées, mais qui en aient pas l'air. Qu'on les écoute justement comme une chanson comme ça. Mais c'est bien produit, écoutez. Mais en fait, l'intelligence artificielle, ça va être la fausse perfection. Ce qu'on a déjà avec l'autotune. On a déjà tout ça. Donc et effectivement, vous allez avoir des choses qui ont l'air parfaites, qui seront complètement vides. Et je pense que de ce point de vue-là, ça me rassure, c'est pas une menace, parce que je pense que ça va mettre au contraire en avant tout ce qu'une machine peut pas faire. C'est-à-dire des choses qui sont imparfaites, mais qui sont sincères. Et quand vous parlez des grands tubes, vous voyez, c'est tout ce que moi je sais pas faire. Mais tous les Céline Dion, les Cabrel, les Lavoine, etc. Il y a une sincérité. Le grand public, pourquoi il les achète? Parce que ça leur parle. Et ça, je trouve ça merveilleux. Mais une machine elle pourra faire des exercices de style, bien sûr. Et il y a déjà toute une pop industrielle qui est déjà fabriquée comme ça. Et on a déjà beaucoup de choses comme ça, et on n'a pas besoin de machines en plus. Mais comment on fait du coup, moi, si là, les 45 secondes, à qui on paye? On fait quoi? Ça, c'est le problème fondamental aujourd'hui. Là, Sud Radio ne reversera pas de droits pour les 45 secondes qu'on a diffusées. Je sais pas si vous faites une affaire. Ce qui me rassure, c'est que j'attaquerai pas en disant les salauds, ils m'ont tout volé. Donc ça me rassure. On va écouter Bertrand Burgala. Ah oui, ça c'est pas une chanson de moi, c'est une participation avec Hélène Paris. J'ai demandé à la réalisatrice de nous trouver une chanson de vous quand même. Non, mais là c'est un duo amical avec quelqu'un que j'aime beaucoup, Hélène Paris. Mais on a écrit des chansons ensemble pour elle avec Marc Lavoine, mais c'est pas une chanson que j'ai écrite. Non, moi j'aime Saint-Mamet. Vous connaissez Saint-Mamet? C'est la musique du film réalisé. J'adore ce titre-là. Mais donc l'intelligence artificielle, c'est un enjeu, vous l'appréhendez comment justement? On l'appréhende comme le reste, en disant ce pourquoi on est en train de se battre là concernera tout le monde. Non seulement les industries culturelles, mais c'est très important, et il y a des choses auxquelles il faut qu'on fasse absolument attention. Et on est face à un discours totalement lénifiant là-dessus, de gens qui ne s'intéressent ni à la culture, mais souvent même pas d'ailleurs à créer de la valeur. C'est souvent des boîtes qui veulent se valoriser, qui sont les rois du baratin sur l'intelligence artificielle, qui ont un mépris total des créateurs. Et il faut qu'on fasse très attention, et on le fait. Moi, j'ai pas votre talent. Je sors ce truc-là, je me dis c'est pas mal.
j'appelle un pote qui fait un peu de guitare, on le retravaille. Bah ça va peut-être mieux marcher que mes trucs. Hein. Non, mais ça, vous on est sur la création. Vous comprenez aussi. Est-ce qu'on peut faire un procès aux artistes et aux musiciens qui cèdent de l'intelligence artificielle ou pas? Non mais comment dire, qu'il y ait toujours eu des anti-sèches, il y a toujours eu des façons de s'inspirer de choses, etc. Après, il y a des gens qui le font plus ou moins bien, et je pense que là-dessus, nous, on demande juste l'application des textes existants en matière de copie, de plagiat, etc. En revanche, vous avez aujourd'hui déjà 10% des musiques. Deezer ont identifié que 10% de ce qui était mis en ligne maintenant sur Deezer était généré totalement automatiquement. Vous avez des gens qui génèrent 1000 morceaux par jour, qui déposent 1000 morceaux par jour. Donc ça pose des problèmes de pollution. Quand je dis pollution, vraiment totale, au sens écologique, de stockage, évidemment. Ça engloutit tout. Donc quelqu'un qui dépose 1000 chansons par jour qui ont été faites par une machine, voilà. Après, de toute façon, de façon accidentelle. Justement, en amont de la génération de ces titres, en fait, le problème, c'est aussi l'entraînement des modèles d'IA. Sur quoi ont-ils appris, en fait, à faire la musique que vous avez générée? Bien précisément, ils ont absorbé des sets de données extraordinaires avec tout le patrimoine musical mondial. Bien sûr que c'est du vol. Bien sûr que c'est du vol. Et justement, les droits d'auteur, les droits voisins sont des droits de propriété. Et on peut faire quelque chose, c'est simplement appliquer le droit. Ouais. Les enjeux pour vous, les défis, ça va être aussi de toucher les plus de 50 ans qui aujourd'hui sont totalement absents du streaming. Alors ils ne sont pas absents, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux au regard de leur poids dans la population. Donc on sait que justement parmi les marges de progression, il y a effectivement sur cette partie de la population, mais il faut aussi qu'on fasse attention sur les moins de 20 ans, de faire en sorte qu'ils restent dans un mode de consommation vertueux, notamment vertueux pour la rémunération des artistes, et qu'ils ne soient pas tentés de consommer la musique sur TikTok ou les Reels. Mais la disparition de tout ça, enfin de la télévision et la radio, ça a permis aux concerts d'exister alors qu'ils n'existaient presque pas avant. Les concerts ont explosé. Moi, j'ai plein de potes qui vont au concert et qui avant n'allaient pas au concert. C'est à deux vitesses. C'est-à-dire que vous avez des grands concerts qui sont une industrie phénoménale aujourd'hui, avec une organisation incroyable, des spectacles fous. Pour les artistes plus confidentiels, la situation est la même qu'avant, et c'est quand même de plus en plus difficile, parce que, en plus, comme il y a de plus en plus de recours, y compris dans les grands concerts, à de la musique enregistrée, en réalité, en semi-playback, avec des choses enregistrées, quand un artiste qui remplit pas des grandes salles, qui a 3 ou 4 musiciens avec lui, on lui dit, le métier a changé, faudrait que tu sois comme Edith Préto avec ton téléphone portable en playback. Edith Préto, il est en playback. Il faisait ça avec son iPhone. Il a fait plein de concerts avec son iPhone. Alors, donc bon, mais ça vous choque? Ça me choque pas. Je trouve que le playback aujourd'hui dans les concerts, je pense s'il est dit, c'est presque comme l'information du consommateur. J'ai remarqué que souvent, même en radio, plus on dit c'est en live, que je trouve un mot pas très joli, plus c'est en live en réalité, plus ça l'est, plus c'est fabriqué. En réalité. Et je trouve que le playback a toujours existé, mais il faut qu'il soit franc à ce moment-là. Bertrand Burgalat, Alexandre Lache, président du SNEP et donc directeur général du SNEP, merci d'avoir été avec nous. Je vous encourage, auditeurs, à aller sur le site du SNEP pour regarder. Et bravo aussi à Indochine qui reste en tête du top physique, en tête du top rock et metal. Ah ouais, j'aime beaucoup. Je vous mettrai du Indochine. J'espère. Gilles me fait souffrir. Et puis je vous mettrai puis je vous mettrai la chanson de Burgalat en sonnerie. Oui, absolument, je vais faire ça. Je suis fan. Merci à vous. On se retrouve dans un instant.